Bonjour à vous voyageurs, je sais que vous l'attendez parce que vous me l'avez demandé. Voici notre premier épisode sur les zones d'anomalie en Russie. Dans ces régions isolées, certains parlent de lumière dans le ciel, d'anomalies magnétiques et d'apparitions bien plus dérangeantes. L'un des cas les plus troublants de Russie, c'est cette créature retrouvée en 1996 et que certains appellent le petit extraterrestre de l'Oural. Mais avant toute chose, soyez les bienvenus sur ma chaîne La Carte du Surnaturel. Je m'appelle Marie-Élise, j'étudie les lieux étranges et j'enquête sur les mystères de notre planète. Si ça vous intrigue, abonnez-vous et si vous voulez aller plus loin dans l'enquête, devenir membre vous donne accès à des contenus cachés. Allez, c'est parti! Un soir d'été 1996, dans un petit village de l'Oural, une femme s'éloigne dans la nuit, une lanterne à la main. Le tonnerre gronde, le ciel est noir, elle traverse le sable détrempé pour aller chercher de l'eau près du puits. Et là, sous la pluie, elle le voit. Une petite forme recroquevillée, fragile, tremblante. Pas un animal, pas un enfant. Quelque chose d'autre, quelque chose d'indescriptible, minuscule, avec une tête étrangement ovale. Elle le ramène chez elle, elle le couvre avec une couverture, le berce et le nourrit. Elle l'appelle Alyoshenka, son bébé, le fils qu'elle n'a plus. Elle parle avec lui, il répond par des sons faibles, il cligne des yeux, il bouge les lèvres. Certains voisins jurent l'avoir vue, d'autres la traitent de folle. L'hôpital dira plus tard qu'elle souffre de schizophrénie. Mais ce qu'elle tenait dans les bras, ce n'était pas une poupée. Quand on l'a emmenée de force, elle a supplié les secours de le laisser en vie. « Sans moi, il va mourir » criait-elle. Et elle avait raison. Seul et sans soin, le petit être s'est éteint. Il ne pesait rien et il n'a laissé aucune trace, ou presque. Notre histoire commence ici, car la Russie est une terre de secrets, de silence pesant et de créatures que l'on n'attend pas. Comme toujours, nous allons glisser dans le mystère et nous y installer par paliers. Alors je vous préviens tout de suite, il m'a été extrêmement difficile de trouver des images d'illustration pour cette vidéo, tout simplement parce que je ne parle pas le russe et je ne sais pas lire le cyrillique. Mais vous allez voir, on a quand même trouvé des choses intéressantes. Laissez-moi commencer par cette zone interdite autour du lac Baïkal qui s'appelle Cape Riti. Elle a tout d'une zone étrange telle qu'on les étudie d'habitude sur cette chaîne, anomalies magnétiques, compas qui deviennent fous, comportements étranges des animaux, témoignages de visions ou de ressentis étranges de la part des visiteurs, et c'est un territoire sacré pour les peuples autochtones. Imaginez une terre battue par les vents sans aucune trace animale, avec un rivage qui semble avoir été sculpté par des forces immenses. Pas de sentier, juste le silence, et cette impression étrange qu'on ne devrait pas être là. C'est une des zones les plus inaccessibles de Russie. Le mot Riti signifie creuser en russe. Et effectivement, quand on regarde le paysage autour du lac, on a l'impression que d'immenses griffures ont arraché la terre, ont arraché les monts tout autour. Et ça serait là que se cachent en fait les créatures étranges qui veillent sur ce territoire. Cape Riti est situé à l'ouest du lac Baïkal. Donc pour information, le lac Baïkal est déjà en lui-même assez incroyable puisque c'est un des plus anciens lacs au monde. Il daterait d'environ 25 millions d'années. Et officiellement, il est fermé une grande partie de la saison, tout simplement parce que les conditions d'accès sont extrêmement difficiles. Mais certains guides affirment qu'il ne faut pas s'y aventurer les nuits sans lune et les jours d'équinoxe. Des périodes où, selon les anciens, les esprits du lac Baïkal seraient les plus actifs. Pour les Bouriates et les Evenks, qui sont les peuples autochtones vivant autour du lac Baïkal, c'est tout simplement une zone spirituelle.
Et comme je vous l'ai dit, on y raconte que les esprits du lac y résident, non pas dans l'eau, mais dans les ravines qui sont situées tout autour. Ces esprits sont appelés par certains les maîtres du lieu et leur nature est ambivalente, tantôt protectrice si on les honore, tantôt agressive si on les offense. Il y a d'ailleurs un proverbe bourriate qui dit « Celui qui ne voit pas les esprits ne les dérange pas, celui qui les ignore les réveille ». Même les chamans, pourtant coutumiers des passages entre les mondes, restent méfiants. Et il se raconte qu'on ne pourrait pas y entrer sans un rituel préalable. D'ailleurs, on dit qu'un chaman y aurait perdu la parole après y être entré sans avoir fait une offrande. Et d'autres racontent que certains voyageurs, même athées, auraient été pris de visions et d'hallucinations après y avoir dormi la nuit. À bien des égards, Cape Ritty ressemble aux chimères dans le film Annihilation d'Alex Garland qui date de 2018. C'est une zone où la nature est modifiée, où il y a une altération des perceptions lorsque l'on s'en approche et où des entités inconnues semblent se cacher. C'est une zone interdite et peu cartographiée, donc comme le chimère, puisqu'en fait, je vous l'ai dit en intro, il m'a été assez difficile de trouver des éléments juste sur cette zone qui est pourtant autour du lac Baïkal, qui est connu de façon internationale. Puis il y a des anomalies, ces fameuses anomalies inexplicables. C'est dans les années 70 que des géologues russes ont essayé d'analyser la zone et ils se sont rendus compte qu'effectivement les compas deviennent fous, les GPS dysfonctionnent. Les légendes racontent aussi que les avions évitent la zone de Cape Ritty sans qu'on ait vraiment d'interdiction officielle à ce sujet. Ça, c'est ce qui se raconte sur les blogs de randonneurs russes et aussi sur certains blogs ésotériques. Alors, j'ai un petit peu fouillé autour de cette information. J'ai trouvé qu'effectivement, aucun vol commercial ne passe au-dessus de Cape Ritty et qu'il semble que ce serait essentiellement parce que c'est une région assez isolée ou peut-être tout simplement parce qu'il y aurait quelque chose de spécial, d'étrange là-bas. Parce que ces anomalies magnétiques, elles sont parfaitement documentées. Alors, on les trouve notamment sur le site mdpi.com. Et ce ne sont pas les seules choses étranges, puisqu'en fait, de très nombreuses personnes ont rapporté avoir ressenti des choses un peu bizarres quand ils sont passés là-bas, des sensations de malaise, de nausée, des vertiges ou la sensation d'être observé. Ces témoignages, on les trouve notamment sur geocaching.ru et puis sur LiveJournal, tainore.ru. Alors c'est des témoignages de randonneurs russes. Là, ce sont des expériences individuelles, non vérifiables scientifiquement, mais qui se retrouvent quand même régulièrement dans les blogs de randonnée depuis les années 2000. Des chercheurs indépendants ont aussi constaté une absence de faune locale. Ni oiseaux, ni traces animales, comme si le lieu finalement était incompatible avec la vie. Alors là aussi, j'ai cherché, il s'avère que Cape Ritty est un endroit assez hostile, qui a des conditions météorologiques très difficiles, avec beaucoup de vent et qu'il y a notamment assez peu de plantes, ce qui fait qu'en fait s'il n'y a pas de plantes, il n'y a pas d'animaux qui peuvent se nourrir. Est-ce la véritable raison pour laquelle cet endroit est étrange ou est-ce tout simplement une sorte de zone liminale, une zone tampon entre la réalité et autre chose? Est-ce que ce concept de passage entre les mondes, du fait que Cape Ritty soit peut-être un endroit où il y a un portail étrange, ça a été étudié de nombreuses fois par des chercheurs penchés vers l'ésotérisme et notamment par Valérie Uvarov. Excusez mon accent, je ne sais pas le prononcer. Selon ce chercheur, Cape Ritty serait un point d'intersection énergétique entre notre réalité et une autre dimension. Et pour lui, ce relief en strates, ces sortes de griffures dans le paysage et les anomalies magnétiques seraient justement la preuve que quelque chose d'étrange se déroule sur ce territoire. Dans plusieurs interviews et séminaires, Uvarov parle de zones d'échange interfréquentiel et dit que les formations géologiques en elles-mêmes sont dues à cette empreinte énergétique. Dans les blogs russes liés à l'ufologie et au mysticisme, Cape Ritty est souvent mentionné comme l'un des plus dangereux de toute la Russie. Et paradoxalement, c'est aussi un des lieux les plus puissants spirituellement. Vous allez me dire, une zone étrange, des chamans, un lac multimillénaire, tout ça peut être franchement soumis à l'interprétation, n'est-ce pas?
C'est vrai que quand on aborde ce genre de domaine, les limites entre la science, la perception et la croyance, on touche parfois à des expériences que la réalité n'explique pas. Pour prolonger ces réflexions, j'ai créé une série de carnets qui s'appelle Interférence. Le premier numéro est sorti, il s'appelle Matrice, le réel en question, et vous y trouverez des réflexions pour réfléchir justement à cette notion de ce qu'est notre réalité. Je vous mets toutes les informations en description. Mais continuons sur les mystères de la Russie. Nous partons maintenant à Arkham, une cité ancienne qui bouleverse toutes les idées préconçues sur les civilisations qui vivaient avant sur ce territoire. Au milieu des steppes de l'Oural du Sud, à la frontière avec le Kazakhstan, se cache une étrange trace circulaire visible depuis le ciel. C'est une forme que certains disent en spirale, qui semble être faite à dessein et qui aurait plus de 4000 ans d'âge. Découverte en 1987, Arkham ou Arkham, je ne sais pas comment on prononce, date de l'âge du bronze, soit environ 2000 ans avant notre ère. C'est une structure circulaire fortifiée avec une double enceinte et des rues en anneaux, ce qui lui donne l'aspect d'un plan de ville en spirale. Et forcément, bien sûr, ça nous rappelle quelque chose. Oui, cela ressemble étrangement à l'Atlantide décrite par Platon. À l'intérieur d'Arkham, je l'appelle Arkham, mais je ne sais pas si on prononce Arkham, bref. Il y a des habitations, des rues, des systèmes d'évacuation des eaux et même une structure centrale énigmatique, peut-être un temple. Une ville qui a souvent été surnommée l'Atlantide des steppes dans certains articles, documentaires, reportages, ou encore le Stonehenge de Russie. Alors pourquoi? Parce qu'apparemment, ces alignements sont assez particuliers. Certains chercheurs ont montré que ces rues et en fait ces bâtiments seraient alignés selon des cycles solaires avec une précision digne des observatoires astronomiques modernes. Gennady Zdanovich est l'archéologue principal d'Arkham. C'est lui qui a dirigé les premières fouilles officielles à partir de 1987 et il a travaillé pour le compte de l'Institut d'archéologie de l'Académie des sciences de Russie. Il affirme que la structure entière d'Arkham servait non seulement d'habitat, mais aussi de calendrier astronomique. Alors, c'est un archéologue russe né dans les années 1940. Il est spécialiste de l'âge du bronze dans le sud de l'Oural, et il est considéré comme un expert reconnu, mais comme il croise parfois ses découvertes avec d'autres informations trouvées dans des recherches un peu plus ésotériques, parfois on dit que ses découvertes ou ses conclusions sont controversées. Mais ses travaux indiquent que les entrées, les murs et les couloirs de la ville sont alignés avec le lever du soleil au solstice d'été et d'hiver, les phases lunaires majeures et possiblement les constellations visibles à l'époque. Alors il y a eu des relevés faits d'archéoastronomie, c'est notamment l'Institut archéologique de l'Oural qui a fait des relevés GPS et des modélisations 3D. D'après ces recherches, il y aurait eu des correspondances similaires à celles par exemple de Stonehenge. Et ces alignements d'Arkham semblent ressembler un peu à ces portails dans Stargate avec des formes circulaires qui, si elles s'alignent parfaitement, lorsque les étoiles sont à la bonne position, activent finalement quelque chose. Et c'est aussi peut-être pour ça que le lieu a attiré de nombreuses personnes issues notamment des mouvements New Age, mais aussi toutes les personnes intéressées par ces questions finalement un peu cyber-ésotériques. Alors il y a des personnes New Age, néo-paganes, certains qui sont aussi partisans de la Russie originelle, qui y voient un site sacré. Alors ils parlent d'énergie tellurique, de vortex, de ressenti physique intense. Et d'ailleurs, autour du site, il y a même une spirale qui a été réalisée par des visiteurs dans lesquels ils marchent afin de ressentir l'énergie du lieu. Comme s'ils avaient besoin de se reconnecter à cette structure, de se reconnecter à quelque chose peut-être d'encore plus grand. Ces énergies qui font le lien entre la terre et le ciel. Certains affirment ressentir une chaleur qui sort du sol ou entendre des sons étranges. Les jours de solstice, des centaines de personnes viennent méditer sur les lignes énergétiques supposées de la cité. Et les ufologues russes ne sont pas en reste.
Pour eux, une construction aussi avancée, aussi tôt dans l'histoire, ne pourrait pas être l'œuvre d'une simple culture indo-européenne. Ils pointent la symétrie parfaite, l'alignement du site avec effectivement des événements stellaires, mais aussi la résistance du site aux altérations naturelles. L'archéologue controversé dont on vient de parler, Zdanovic, a lui-même déclaré que la complexité d'Arkham dépassait de loin ce que l'on pouvait attendre d'une civilisation de cette époque dans cette région du monde. Puis depuis sa redécouverte, Arkham est aussi un symbole politique. Certains y voient la preuve d'une antique civilisation aryenne, ce qui a généré, vous vous en doutez, des récupérations très douteuses, voire extrémistes. Le site est aujourd'hui protégé par l'État, mais les visites sont surveillées et la recherche officielle reste prudente. Malgré les tentatives de rationalisation, Arkham continue de défier toute explication simple, tout comme ce cratère que l'on surnomme le Nid d'Aigle, qui, avec ses 40 mètres de haut, ne trouve toujours aucune explication. Dans les montagnes isolées de Sibérie orientale, non loin de la frontière avec le territoire mongol, se dresse une structure aussi monumentale qu'inquiétante. Alors imaginez un cône géant de pierre de plus de 40 mètres de haut, entouré de cercles concentriques, un peu comme si la Terre avait été repoussée de l'intérieur. Ce lieu s'appelle le cratère de Patomsky ou le Nid d'Aigle, et à ce jour, personne n'est capable d'expliquer comment il est apparu. Découvert en 1949 par le géologue Vadim Kolpakov, ce cône rocheux a immédiatement intrigué. Il n'existe aucune autre formation similaire dans la région. Le cône en lui-même fait environ 160 mètres de diamètre. Le sommet est excentré. Il est fait d'un empilement de blocs calcaires et il y a visiblement une série de strates qui ont été comme poussées de l'intérieur vers l'extérieur. Et depuis sa découverte, aucune explication géologique n'a fait consensus. Alors plusieurs théories ont été avancées. L'idée d'une éruption volcanique avortée, mais a priori ce n'est pas une région volcanique. L'idée d'une chute de météorites, sauf qu'en fait il n'y a pas de traces d'impact ou même de fusion des roches. Une explosion souterraine d'origine naturelle. Bon, alors le relief et la puissance évoquée, a priori, rendent cela peu probable. Il y a aussi l'idée d'une expérience militaire soviétique, mais le site serait trop ancien selon les recherches de terrain. Les premières expéditions ont relevé des taux de radioactivité au niveau du site. Il y a eu des expéditions entre 1963 et 2006, notamment de l'Institut de géophysique de Sibérie qui a mené plusieurs études. Les chercheurs ont trouvé quelques anomalies radiologiques dans les pierres autour du site, mais a priori pas de traces de contamination d'origine nucléaire et pas de rayonnement mortel ou industriel. Alors devant l'absence d'explication claire de sa formation, certains ont bien sûr évoqué un engin nucléaire écrasé, donc de type météore, ovni, test nucléaire, ou encore une source d'énergie profondément enfouie qui pourrait être une forme de cœur radioactif d'origine inconnue. Les témoignages locaux parlent d'animaux qui décèdent lorsqu'ils s'approchent trop près du cratère de Patomsky, et les premières expéditions faites en 1960 rapportent un sentiment d'oppression et des objets technologiques qui dysfonctionnent comme des boussoles qui tournent en boucle. Et puis les théories audacieuses évoquent sans surprise l'ufologie. Le cratère de Patomsky serait, selon certains, la preuve de l'atterrissage d'un engin extraterrestre, voire même d'un enfouissement dans le sol d'un engin dont on ne connaîtrait pas aujourd'hui l'origine exacte. Selon les récits dans la presse russe des années 90, des médiums qui ont été envoyés sur place affirment que le site n'est pas endormi, mais qu'en quelque sorte, il attend quelque chose. Peut-être une activation. Et du coup, c'est pas pour rien qu'on l'appelle parfois le Stargate sibérien. Comme si c'était une porte enfouie qui n'a pas encore été activée. Et pourtant, ce n'est pas la chose la plus étrange que je vais vous présenter dans cette vidéo. Parce que le plus bizarre reste à venir. Et là, on ne parle pas de géologie.
Une créature, une entité a été découverte dans un bois. Certains pensent qu'elle ne viendrait pas de notre Terre. C'est une affaire digne de X-Files qui s'est déroulée dans le plus grand secret à proximité d'un site classé nucléaire soviétique. Et le plus dingue, c'est qu'il reste encore des photos. Nous allons maintenant parler de Mayak et Kishtim, une zone contaminée que l'URSS aurait préféré oublier. En 1957, une catastrophe ravage une région de la Russie. C'est un événement cataclysmique dans une installation secrète, le complexe de Mayak. L'Union soviétique étouffe immédiatement l'affaire. Mais ce jour-là, naît une zone contaminée, celle qu'on appelle la zone du nord-est du Kazakhstan, et avec elle est détruite, ou en tout cas maudite en quelque sorte, une ville qui s'appelle Kishtim. L'installation de Mayak était utilisée pour produire du plutonium militaire. C'est le 29 septembre 1957 qu'un réservoir contenant des déchets radioactifs explose. Les conséquences, des centaines de kilomètres carrés contaminés, des milliers d'habitants évacués ou laissés à l'abandon, et une zone morte toujours surveillée aujourd'hui. Cette catastrophe est aujourd'hui classée de niveau 6 sur l'échelle INES, qui est l'échelle internationale des événements nucléaires, et cette échelle ne comporte que 7 niveaux. Et en fait, elle a été cachée, dissimulée, jusqu'en 1989. C'est là qu'on s'aperçoit que le petit village de Kishtim a été contaminé, qu'il a été évacué dans l'urgence. Certains habitants ont refusé de partir, malheureusement ils décéderont dans l'année qui suit, et aucun rapport officiel n'a été rendu public. Les maisons sont abandonnées, les champs contaminés, et encore aujourd'hui les bâtiments se dressent vides dans une atmosphère complètement irréelle. Des rumeurs circulent sur des formes de vie mutantes, des animaux déformés, voire des phénomènes lumineux au-dessus de la zone. Et ça aurait été capté par des témoins dans les années 70. Mais l'histoire prend une tournure encore plus étrange en 1996. Vous vous souvenez de l'histoire que je vous ai racontée au début de cette vidéo? Eh bien écoutez, elle est réelle. Cette créature que la personne qui l'a trouvée, cette vieille femme, a appelée Alyoshenka, n'a jamais été formellement identifiée. Alors c'est dans un village non loin, un village qui s'appelle Kaolinovi. Donc, il a été trouvé par une vieille femme dans un bois, dans un village non loin qui s'appelle Kaolinovi. Et cette créature est décrite comme haute d'une vingtaine de centimètres environ. La créature est morte quelques jours plus tard. Et le corps momifié circule ensuite de main en main, avant d'être confisqué par les autorités. Son apparence, puisqu'on peut en voir des photos, c'est un torse allongé, une tête immense et des yeux obliques. Et beaucoup y voient un extraterrestre. D'autres parlent d'un fœtus humain gravement déformé à cause de la contamination radioactive. Mais l'autopsie reste mystérieuse. Aucun document officiel n'a été révélé à ce sujet. Et il faut avouer que les images sont troublantes. Et d'ailleurs, vous ne trouvez pas qu'il ressemble à la petite momie d'Atacama au Chili ? Alors, des photos et même des vidéos sont parues dans la presse russe à l'époque. Des échantillons ADN auraient été envoyés à Moscou. D'après certains témoignages non confirmés officiellement, l'ADN correspondrait à celui d'un être humain avec de graves malformations congénitales. Toutefois, aucun rapport médical complet n'a été dévoilé au public. Et on peut se demander si l'histoire est vraie, et elle semble vraie parce que la dame en question était malheureusement assez malade, on va dire mentalement, et elle a été envoyée pour des soins. C'est donc sa belle-fille qui a raconté l'histoire. Visiblement, le petit être aurait été vu vivant, vu la taille qu'il faisait et les photos qui sont montrées, il aurait été vraiment extrêmement petit. Il est difficile de croire qu'un tout petit enfant ait pu survivre même quelques jours dans cet état. Enfin bref, cette histoire est complètement invraisemblable et assez mystérieuse à vrai dire. Si Alyoshenka était humain, c'était un être déformé par un environnement devenu inhumain.
une création involontaire d'un monde qui ne se contrôle plus. Un peu comme si la frontière entre biologie et anomalie avait été brisée. Et c'est exactement ce qui est décrit dans le film Species, qui est un film qui date de 1995, où dans ce film, la créature Seal est étrangement à la fois humaine, mais pas complètement. Et ça fait penser à Alyoshenka, un peu humain, mais pas vraiment. Et l'explication du mutant radioactif qui est donné pour Alyoshenka ressemble à celle donnée dans le film Species pour Seal. C'est une transformation, une mutation non naturelle dont l'événement d'origine est contenu, classifié, caché. Aujourd'hui encore, certains secteurs autour de Mayak restent inaccessibles sans autorisation. Des rivières entières, comme la Técha, sont interdites à la baignade et à la pêche. La faune revient peu à peu, mais les chercheurs parlent de mutations subtiles chez les insectes et les petits mammifères. Et pour les habitants des environs, Mayak est devenu un symbole, le symbole d'une blessure invisible, d'un poison silencieux, et peut-être même d'un secret que la science préfère ne pas interroger trop longtemps. Un sujet qui n'est pas sans rappeler les enquêtes de X-Files, dont d'ailleurs nous parlerons dans le prochain Mystery Café avec un sujet très spécifique, puisque nous allons faire un Buffy vs X-Files. On va croiser deux géants de la mythologie de l'étrange. Eh bien écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. Comme je vous l'ai dit, il y en aura un autre car la Russie est vraiment déjà une terre immense mais peuplée de légendes et de phénomènes étranges. N'hésitez pas à attraper le bouton like avant qu'il parte faire de l'urbex à Kishtim. Moi, je vous laisse ici et là des playlists pour continuer à étudier avec moi les mystères de notre planète. D'ici à la prochaine, portez-vous bien et moi je vous dis ciao. Fin de phrase. Et de fin de phrase. Certains parlent de fin de phrase qui n'arrivent jamais. Casse-toi, va-t'en la mouche, j'ai pas besoin de toi là, va-t'en, s'il te plaît.